Il y a des gens qui, en fait, très certainement, ont besoin d'être full anxieux, de fuir leur taf et d'aller vivre sur un chalutier. Pourquoi tu veux me changer? Quel est ton projet? Ouais, guérir l'anxiété, j'aime pas. Ça me dérange. Parce que toi, t'es là, t'es dans une espèce de réalité, tu vois, comme un plouc. Et eux, en fait, ils se battent contre des tigres invisibles. Je suis Guillaume Hureau, je suis doctorant en psychologie cognitive et je suis maladivement anxieux. Je m'appelle Arthur Marotine et aujourd'hui, je lance ma chaîne avec ce premier reportage. Donc si vous voulez me donner un coup de pouce, abonnez-vous, ça m'aidera énormément. Face à l'anxiété sous toutes ses formes, il n'y a pas de réponse absolue. Mais des pistes, il y en a plusieurs. Et Guillaume les a à peu près toutes explorées. Je t'emmerde. Vers mes 10 ans, j'étais quand même sacrément hypocondriaque. Est-ce que je suis sûr de ne pas avoir une maladie grave, un cancer, etc. À 16 et 17 ans, cette espèce de truc latent devient vraiment insupportable et du coup il y a enfermement. Mais le plus sincèrement du monde, je m'étais dit mais c'est tellement compliqué tout ça qu'à un moment je vais pas sortir. Et ça me renvoie à trop de choses effrayantes. Tout le temps la mort. Hein. Tu as des sensations primitives vraiment très violentes qui te disent tu cours un grand danger. Prendre le métro, payer les courses. Tous les jours, des centaines, des milliers de visages inconnus qui défilent. À la télé, la guerre à l'étranger, les attentats déjoués, l'économie qui s'effondre et se reconstruit dans la même journée. Il faut faire gaffe à l'argent, faire du sport, grimper l'échelle sociale. On peut mourir à chaque instant. Vous reconnaissez? C'est le monde moderne. Et ce qui guide chacun de nous dans ce monde, c'est l'anxiété. Dès le matin, le réveil qui sonne envoie sa première décharge de stress. À peine réveillé, les mécanismes de survie sont activés. Avant, c'était un truc de primate pour faire face à des prédateurs. Maintenant, les loups, ce sont les mails à envoyer. La promotion qui n'arrive pas. Les fins de mois difficiles et l'inflation infatigable. Parfois, l'anxiété est amusante, comme un roller coaster. D'autres fois, elle nous glace le sang. Guillaume, c'est mon ami depuis plus de 10 ans. Quand on avait 17 ans, on sortait souvent. On allait en ville, au bord du canal, dans les bars. On est même allé jusque Londres. Tout allait plutôt bien a priori. Puis on est rentré et les problèmes ont commencé. Guillaume a quitté le lycée. Il restait chez lui. Jamais plus loin que la licorne, le rat du coin. Les psychologues lui ont dit qu'il avait des troubles paniques avec agoraphobie. Maintenant, il est doctorant en psychologie cognitive et il donne des cours à l'université, à 800 km de chez lui. Il prend même le train parfois, ce qui a longtemps été impensable. Alors je me suis demandé ce qui avait changé pour lui, comment il avait fait pour sortir de son schéma d'angoissé. Mais avant de plonger là-dedans, il faut se poser une première question. L'être humain, il va mourir et il sait qu'il va mourir. Et il a les capacités, en fait, pour anticiper cette certitude et l'appréhender. Notre cerveau, c'est quand même une machine à flipper. Et toute l'architecture neurologique, en fait, sert à répondre à certains dangers. Ton cerveau, il est fait pour évoluer dans des environnements grosso modo comme ça. Je sais pas s'il y avait des agoraphobes dans la préhistoire, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si on disait, mec, quand même, tu te fais du souci pour rien. Faut survivre là-dedans, quand même. Et tu te dis, on est les mêmes singes sans poils qui sont faits donc, par évolution pour vivre là-dedans, et maintenant on vit dans du béton, etc. Il y a des parkings, et on ressent des sensations aussi fortes que si on devait survivre dans la nature, simplement parce que l'architecture du cerveau, elle n'a pas changé tant que ça, même très peu. C'est une approche de la psychologie entière qui est de dire quand même que tous ces mécanismes de survie, tu vois, qui grosso modo sont quand même repérer les prédateurs dans ce genre d'environnement. Dans un environnement urbain, ils tournent à vide, okay, et effectivement, ils voient des espèces de lions fantasmagoriques là où il n'y en a pas. Et ça y est, répondre à un mail, ça devient comme avant quand tu croisais un tigre. Regarde ce petit chemin, ok. On imagine, on est il y a 200 000 ans. T'as un homme préhistorique, c'est la première fois qu'il est là. Imagine pour lui ce que ça représente, tu vois, en termes de risque de traverser ça. Pourquoi ce serait pas différent tant que ça quand tu explores une rue, un endroit, un quartier, une ville, etc., quand tu voyages? Quelque part, il y a un bout de toi qui comprend que là, il y a une société autour qui... voilà, a priori, il n'y a pas d'union en liberté. Mais la mort est là quand même. Notre corps est toujours dans un état de stress.
Il réagit constamment à des contraintes extérieures. Il se trouve à chaque instant dans un état d'inquiétude biologique par rapport à ce qui se passe autour de lui. La Terre entière, en permanence, est sujette à des angoisses. Pour Søren Kierkegaard, un philosophe danois du 19e siècle, l'angoisse est le vertige de la liberté. L'angoisse naîtrait au moment où nous prenons conscience de notre liberté. Nous réalisons alors que nous sommes seuls responsables de nos décisions et de leurs conséquences. Pour autant, selon Kierkegaard, l'anxiété n'est pas une faiblesse ou un parasite dont il faudrait se débarrasser. C'est une réaction naturelle face à l'énormité de la liberté. Pouvoir choisir sans jamais avoir la certitude de faire le bon choix. Le contraire de l'anxiété, biologiquement, c'est pas le calme. Le contraire de l'anxiété, biologiquement, c'est être mort. J'ai quand même vu un paquet de psychologues en tant que patient pour résoudre ces trucs-là. De globalement, comment je fais pour me mettre en paix avec la mort et l'inconstance de l'univers. Et un truc que j'ai remarqué, quand tu leur parles de ça, des psychologues de formation, tu sens en face que ça clique pas. Tes peurs à toi, ils comprennent pas tout à fait. Tu te sens un petit peu incompris. Et si quelqu'un vient me voir en disant, en fait je comprends pas, quand je vais acheter du pain, j'ai l'impression que l'univers est chaotique et que je vais mourir et je suis impuissant face à ça et que je cours un grand danger, que c'est le dernier jour de ma vie, alors que dans le fond, je sais qu'il se passe rien. Moi je comprends. Le mec, s'il n'a pas ressenti ça, à partager, c'est difficile. Mais cette sensation que quelque part, c'est un peu le dernier jour de ta vie. C'est justement ce sentiment-là qui, pour moi, a été une clé de libération. De dire, ok, c'est le dernier jour, tu vois, c'est le dernier jour. Ok, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait du dernier jour ? L'avantage et le désavantage de tout ça, c'est que tu es en connexion avec la mort et donc avec la vie. Selon le DSM-5, qui est un peu le manuel de référence de la psychiatrie actuelle, on distingue 5 types de troubles anxieux. Il y a la phobie spécifique, la phobie sociale, le trouble panique, le trouble agoraphobique et le trouble de l'anxiété généralisée. En France, depuis le Covid, l'anxiété c'est un sujet récurrent. Selon Santé publique France, 23% de la population est affectée par un trouble anxieux. À tel point qu'Emmanuel Macron a mis en place le dispositif Mon Psy, à savoir 12 séances de psy remboursées par la Sécu. Mais pour beaucoup, ça reste une demi-mesure. Beaucoup de psychologues estiment que tout cet argent aurait dû être mis sur des structures qui existent déjà avec des professionnels qui sont rodés, qui connaissent bien le système. Ce dispositif s'inscrit dans ce que le gouvernement appelle la grande cause nationale 2025, à savoir la santé mentale. Parmi ces objectifs, il y a par exemple la déstigmatisation des troubles psychiques ou encore le développement de la prévention. En gros, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux troubles anxieux. Le site de l'OMS identifie ces troubles anxieux et propose plusieurs solutions. Intervention psychologique, thérapie comportementale, médicaments et l'autoprise en charge avec notamment des exercices respiratoires. Mais pour Guillaume, le postulat de base de ces traitements est dérangeant. C'est perçu comme un truc à soigner. Et les propositions qu'on a pour soigner ça, concrètement, c'est médicaments ou thérapie. Souvent, on pense que la solution, c'est de mettre l'angoisse sous contrôle. Alors qu'en fait, en soi, c'est un peu l'inverse. C'est pas grave si ça me fait peur. Okay. C'est pas grave si ça me fait souffrir physiquement, mais parfois vraiment à des stades énormes, quoi. C'est pas grave parce qu'en fait, vivre, c'est ça. Et qu'en fait, une vie sans angoisse, c'est une espèce de pré-mort, déjà. Et donc, paradoxalement, pour être désangoissé, il faut accepter l'angoisse de mourir. Et il faut aller au-devant de la peur, et il faut changer son rapport à la peur. C'est-à-dire que non seulement de l'accepter, il faut aussi se dire que si ça se trouve, elle indique des choses bien. Et elle indique le début d'une aventure. Ouais, guérir l'anxiété, j'aime pas. Ça me dérange. Il y a quand même des implications éthiques et peut-être politiques derrière un peu complexes, c'est-à-dire que pourquoi tu veux guérir les anxieux ? Peut-être qu'il y a des situations où c'est bien d'être anxieux et déprimé par exemple. Et il faut faire attention à ce que ces traitements, en fait, de l'anxiété, ne deviennent pas des espèces de techniques qui te permettent de supporter un quotidien qui est peut-être insupportable de base. Je pense notamment aux gens, tu sais, qui ont des boulots qui les satisfont pas, etc., qui ont des conditions de vie, le grand mal du XXIe siècle, quoi. Et il faudrait faire attention à ce que ça ne devienne pas une espèce de technique de narcos par-dessus ça, où il y a des gens qui, en fait, très certainement ont besoin d'être full anxieux, ok, et de péter un boulon, de fuir leur taf et d'aller vivre sur un chalutier. Tu vois. Moi, j'aime beaucoup ça, l'idée de se dire, est-ce qu'au final, le projet de nous désangoisser, ce serait pas une combine pour nous faire bosser plus, tu vois. Nous, anxieux, pourquoi tu veux me changer ? Quel est ton projet ? T'as des gens, ils sont malades d'être anxieux. Ils disent « Ah, je suis un trouillard, machin, etc. etc. » ou « Tu vois, je suis une flippette. » Alors qu'il n'y a rien de plus naturel. Et c'est rigolo, du coup, cette espèce d'impératif que, tu vois, c'est pas cool d'être anxieux.
Non, ce qui est pas cool, c'est d'être anxieux et de pas faire le truc parce que t'as la trouille. Ce qui est cool, c'est d'être anxieux et de faire le truc avec la trouille. Parce que si t'as pas la trouille, il est où le mérite? Voilà pourquoi, tu vois, ces histoires un peu de... Mais que je comprends, tu vois, de dire « Oh, quand t'as eu 16-17 ans, tu t'es renfermé sur toi-même », ce qui est vrai, tu vois, factuellement. Et ensuite, t'es ressorti, etc. Donc t'as dompté tes peurs, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé, machin, qu'est-ce qui a permis ça? J'ai envie de dire, en quoi ce qui m'est arrivé, c'est un truc spécial. Mais au final, est-ce que la vie de tout le monde, dans l'idéal, c'est pas censé être ça? C'est pendant 10, 15, 20 ans, j'ai peur d'un truc, et ensuite je le fais. Parce que j'ai construit une espèce d'assise philosophique qui me permet de dire « Ok, je comprends que ça vaut le coup de prendre le risque de mourir pour vivre ça. » Bon, je dis ça, mais après, j'ai du mal à prendre le train, quand même. Il y a un grand stigma sur les médicaments, quand même. Les traitements pharmacologiques, au regard de ce qu'on sait sur la physiologie de l'anxiété, à un moment, ils sont plus que souhaitables. Dans les médicaments, globalement, il y a les antidépresseurs et les anxiolytiques. Les antidépresseurs, globalement, c'est un traitement de fond qui vient rétablir cette chimie qui s'est déréglée. Alors que l'anxiolytique, paradoxalement, c'est un peu plus du confort, en fait. C'est pour diminuer vraiment violemment tes sensations d'angoisse. D'ailleurs, chimiquement, un anxiolytique et un verre de whisky, c'est grosso modo la même chose. Le problème des médicaments, en fait, c'est que ça vient inverser ce truc biologique, mais peut-être qu'à des degrés plus élevés, de difficulté avec la vie, ça vient pas résoudre ça. Les médicaments ne te mettent pas en paix avec la mort. À un moment, philosophiquement, il y a un truc qui doit changer quand même. En ce qui concerne les thérapies, globalement, on va retrouver à peu près 2 types de thérapies. Il va y avoir les thérapies cognitivo-comportementales, qui elles sont très terre-à-terre et qui vont consister à t'exposer progressivement à ce qui te fait peur. En gros, il y a un truc qui te fait peur, et ben tu t'approches un petit peu du truc qui te fout la trouille, t'attends, tu te rends compte que t'es pas mort, t'approches un peu plus, t'approches un peu plus, t'approches un peu plus. Et puis après, on va être sur ce qui est les thérapies un peu plus biographiques, donc notamment qui sont portées par la psychanalyse. Donc tu vas me parler de ton enfance, tu vas me parler de souvenirs que tu as, peut-être de tes premières peurs, et on va se rendre compte qu'en fait, tu as peut-être eu un traumatisme, etc., qui se répercute dans le temps. Moi, j'ai vu beaucoup de psychologues, et j'ai quand même senti, la plupart du temps, que quand tu fais part de tes angoisses, en face, il y a quelque chose qui te répond, mais qui ne répond pas exactement à ce que tu dis. Le postulat de ces thérapies-là, c'est qu'il y a des peurs qui sont rationnelles et d'autres peurs qui sont irrationnelles. Et qu'à un moment, et que pour chaque situation, il y a un degré raisonnable de peur à avoir. Et ça, c'est peut-être pas si évident parce que l'hypocondriaque. Alors ok, peut-être que si tu te touches la gorge, que tu sens une petite boule, c'est pas forcément le plus pertinent de courir à l'hôpital à toute vitesse en hurlant que tu vas mourir parce que tu as un cancer. Mais quand même, ça fait appel à des trucs qui sont vrais, c'est-à-dire que hypocondriaque ou pas, tu vas finir par tomber malade et mourir. Et là, tout ce qui est thérapie d'exposition, ça te met pas forcément en paix avec ça. À l'inverse, les thérapies un petit peu plus biographiques, où on raisonne beaucoup, on philosophe beaucoup sur ton anxiété, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, etc., etc. Bon, souvent, elles manquent le côté pratique de te dire, à un moment, il faut que tu le fasses. Okay, elles manquent le côté pratique de te mettre un petit coup de pied aux fesses et te dire, allez, va faire le truc qui te fait peur. D'ailleurs, souvent, c'est une posture de ces psychologues-là qui disent, mais moi, je ne vous incite à rien, vous faites ce que vous voulez. Alors que, ça c'est de la sagesse commune, on le sait, les gens, à un moment dans leur vie au moins, ils ont besoin qu'il y en ait un autre qui vienne derrière et qui dise « Hey, allez, on y va ». J'ai pas forcément envie de tailler la sophrologie, mais dès qu'on est dans le monde des affections psychologiques, il y a toujours des thérapies alternatives. Okay, et on se dit, mais il y a aussi la sophrologie qui est très bien pour ça. Concrètement, la sophrologie, c'est un petit artisanat de techniques de relaxation. Un sophrologue, c'est quelqu'un qui t'apprend à faire des exercices de respiration. J'inspire 4 secondes, je bloque 7 secondes, je souffle pendant 8 secondes. Alors ça fonctionne biologiquement un petit peu parce que le cerveau est très mauvais pour comprendre les causes et les conséquences. Quand tu souris, même si t'es pas content, le cerveau se dit, bon je souris, ça veut dire qu'à un moment je dois être de bonne humeur, et donc paradoxalement tu te mets de meilleure humeur. Les techniques de respiration sophrologique reposent sur la même méthode, c'est-à-dire que quand tu respires calmement, volontairement, tu envoies un message à ton corps qui est de dire « Mais regarde, la situation, il n'y a pas de danger dans la situation parce qu'au final, ma respiration ne s'accélère pas. » Et donc le corps vient se détendre un petit peu. Donc là, on agit volontairement peut-être sur l'aspect biologique plus. Mais peut-être que ce n'est pas des exercices de respiration qui vont mettre en paix l'hypocondriaque avec le fait qu'il va forcément finir par tomber malade dans sa vie, peu importe ce qu'il fait.
Il faut accueillir la mort. Il faut accueillir la mort, l'hypothèse de la mort. La certitude de la mort, il faut l'accueillir. C'est pas automatiquement tel traitement médicamenteux, telle thérapie, etc., tel exercice de respiration qui permettra d'être en paix avec ça. À un moment, c'est vraiment un changement philosophique de rapport au monde. Le truc de l'anxieux de base, c'est qu'il met en opposition le calme et l'anxiété. Or, en fait, le contraire de l'anxiété, c'est la mort. C'est justement cette présence de la mort qui te permet de ressentir ce sentiment d'avoir vécu. Et du coup, il faut aller au-devant de ces mirages de mort pour ressentir des choses qui te font dire que tu te fais bien vivre. Bien sûr, Guillaume n'est pas le premier à avoir mis le doigt là-dessus. Il y a 500 ans, Montaigne écrivait « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Il décrit le cercle vicieux de l'anxiété. L'idée même de l'anxiété nous rend anxieux. Pour Montaigne, nos émotions sont naturelles. Il ne faut pas les laisser nous paralyser. Il faut plutôt les accepter et surtout, accepter le réel. Refuser de mourir, c'est refuser de vivre. Ça peut être très littéral, comme ce millionnaire qui veut faire reculer la mort. I am a modern-day explorer searching for the fountain of youth. My team and I set out to ask the question, what is possible right now with slowing our speed of aging and reversing it? Ou prendre le pas sur notre santé mentale. Selon une étude menée dans 10 pays dont la France, 45% des 16-25 ans souffrent d'éco-anxiété. Elle peut s'accompagner de troubles du sommeil et de comportements dépressifs. Et parfois, jusqu'à l'extrême. Ce célibataire est un hikikomori. En français, on dirait un reclus. Il n'a pas rangé sa chambre depuis 5 ans. Il ne travaille pas et ne met pratiquement jamais le nez dehors. La solution à tout ça se trouve dans une vieille phrase qu'on n'arrête pas de répéter dans tous les entraînements de la Légion étrangère. Si tu as mal, ça veut dire que tu es vivant. Et puisque tu es vivant, tu avances. Et donc concrètement, moi c'est ce que j'ai fait petit à petit, et c'est ce que j'avais appelé la technique du pas en avant, l'art du pas en avant, c'est que à un moment, peu importe ce que tu veux faire quelque chose, tu fais un pas en avant. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et t'acceptes. Tu dis, au pire je meurs. Okay. Et ce au pire je meurs, il te permet d'apporter un élément de réponse à une question vraiment très profonde et ancestrale. Le truc de la mort, la question de la mort, c'est le truc. Pour celui qui n'a pas connu ça, c'est impossible de décrire à quel point c'est une défonce absolument géniale. T'as plus besoin d'aller à Disneyland après, tu vois. T'as plus besoin de faire des montagnes russes après. Parce que les montagnes russes, elles sont gratuites et c'est tous les jours, tu vois. T'es connecté à l'héroïsme, j'ai conscience de ma mortalité, mais je le fais quand même. Ouais, non mais attends, parce que j'ai besoin de le dire. Plus tu ressens des grandes peurs, plus tu ressens aussi des grands soulagements. Ce sentiment d'avoir vaincu la mort une fois, de dire ok, sur ce coup-là, c'est moi qui gagne, et de planer là-dessus, incroyable. Moi maintenant ça me manque de plus ressentir ces grandes victoires-là. Tous les jours tu croises des mecs où en fait le simple fait d'être là, c'est un acte de courage ultime pour eux. Parce que toi t'es là, t'es dans une espèce de réalité, tu vois, comme un plouc. Et eux en fait ils se battent contre des tigres invisibles. Donc pour répondre à ta question, est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ce kiff de vaincre la peur, etc. Oui, il y a des gens comme moi qui adorent vaincre la peur, et c'est notamment, tu sais, ces gens qui grimpent des immeubles sans corde de rappel, ou qui font du saut en parachute. T'as les deux côtés de l'axe, tu vois. D'un côté, t'as tous les sports extrêmes sponsorisés par Red Bull, et de l'autre, t'as les agoraphobes qui sont chez eux et qui se disent « Ok, là je vais faire les courses ». Les deux ressentent les mêmes sensations, je pense. Ils ont des sensations similaires et quelque chose en commun. Les deux ont accepté l'éventualité de la fatalité. Friedrich Nietzsche, un philosophe moustachu du 19e siècle, n'accepte pas la mort en soi. Mais il dit oui à l'existence, dans sa souffrance, son hasard et bien entendu sa mort. Dans Le Gai Savoir, il dit que sa formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati, l'amour du destin. La mort ne doit pas être crainte ni maudite, il ne faut pas être fataliste, mais on doit apprendre à l'aimer avec brio. Et d'ailleurs, on ne doit pas seulement aimer la mort, mais aussi tout ce qu'on a vécu. Ce qui veut dire essentiellement que lorsqu'on a les yeux grands ouverts dans le lit, à ressasser les événements de la journée, du mois, des années passées, à schématiser, mettre en perspective dans un mélange de rage et de regret, et se demander comment on aurait pu faire autrement, eh ben, il vaut mieux se dire que tout ce qui a été vécu, le bon, le mauvais, c'est la somme de tout ce qui nous a amenés là où on est. Et ça ne sert à rien de regretter le passé, ce passé qui fait partie de nous désormais. Au contraire, on devrait célébrer ces événements, et si c'était à refaire, ne rien changer du tout. Et cette attitude envers le passé, il faut aussi la transférer vers le futur. Ne pas regretter la mort, mais la célébrer,
presque l'envier, comme la conclusion d'une vie complète et bien menée. En résumé, mieux vaut arrêter les si seulement et j'aurais dû qui ne mènent nulle part, et commencer les c'était nécessaire et je ne changerai rien. Par exemple, j'ai décidé de tourner cette vidéo alors qu'il commençait à pleuvoir. Est-ce que j'aurais pu réfléchir un peu plus? Oui. Est-ce que je regrette? Non, ça fait partie de la vidéo. Bien sûr, tout ça, c'est facile à dire et un peu moins à appliquer. Mais personne n'a dit que ça devait être facile.